Rosière et le Breton longèrent à pied le port de pêche pour atteindre la jetée où, de chaque côté du chenal, deux phares, un vert et un rouge, se faisaient face. Le vert, penché comme un cocotier ayant affronté trop de tempêtes. La vue embrassait l'immense baie des Sables d'Olonne. L'océan, placide en cette heure matinale, roulait quelques vaguelettes sur le remblai. La longue promenade qui bordait la plage, le bar, les régates ouvraient. Le serveur, en tablier et basket, sortait les tables de la terrasse. Ils s'installèrent, commandèrent un café et un peu d'eau pour le chien. Une fois les consommations déposées sur la table bistrot et le serveur reparti dans sa réserve, Rosière inspira un grand coup et entreprit de récapituler avant la bataille. Au niveau objectif, c'est simple. Si Jalato ne parle pas, on n'a rien, peanuts, que dalle. Il est notre suspect numéro 1 et numéro unique surtout. S'il nous sert pas au moins le début d'un aveu ou d'une piste, on rentre bredouille. Et on annonce à la veuve que, dans 3 mois, il y aura prescription. La dernière fois que les flics ont interrogé ce type, ils se sont cassés les dents. La dernière fois, les flics ont fait un boulot de saligo. À nous de prouver qu'on est meilleur. Rosière prit le biscuit qui accompagnait le café et le tendit à son chien. Celui-ci le saisit délicatement entre ses dents, le goba d'un mouvement bref, puis, une fois la gueule refermée, pointa le museau, prêt à renouveler l'opération. Rosière regarda le Breton, qui céda lui aussi son spéculoos avant de demander « T'as l'air d'avoir un plan ?»« Non, mais j'ai des cartouches. J'ai fait quelques recherches, on n'y va pas à poil. On le met en confiance avec notre commande bidon. Je ne suis pas sûre que ce soit recevable, Eva. » Alors là, mon loulou, c'est mignon, mais faut faire avec les moyens du bord. On n'a pas de saisine, pas d'éléments, il y a du pognon et des avocats. On est obligé de bosser en biais. L'histoire Guénan, ça date, il ne verra rien venir. On y va en douceur, on lui talque bien les couilles et après on accroche. Le Breton touilla son café en silence quelques instants. En procédant comme leurs prédécesseurs, il récolterait les mêmes résultats. Rosière n'avait pas tort, autant varier. « Bien, fit-il, en reposant sa cuillère dans la soucoupe. Ça m'étonnerait que ça marche, mais je t'écoute. » À 9h15, ils garèrent la voiture sur le parking de la Marée, à côté d'un 38 tonnes qui vidait ses caisses de polystyrène blanc pleines de sardines, et marchèrent pour rejoindre l'entreprise de Jalato. Entre le fumet de Guéaumont et les fientes de Moët, ils étaient servis en odeur locale, pensa Rosière. Sur les docks du port de commerce, peu de monde et la capitaine était la seule femme. On les suivait du regard. Ils n'avaient pas l'air de touristes qui se font des sensations hors sentiers battus. De gigantesques silos de béton les cernaient, leur haute taille dominant les hangars en tôle balafrée de rouille. Le grincement des grues concurrençait les goélands. Plus loin, les mâts des bateaux de plaisance tintaient au vent comme un millier de gourdes en fer blanc. Ici, la mer sentait le cambouis. Ils arrivèrent devant les portes vitrées d'un long bâtiment d'un seul étage. Au-dessus, des lettres bleues annonçaient « Jalato, construction navale ». « On l'enfume », rappela Rosière. « Sors ton sourire de vedette. » À l'accueil, un jeune homme d'un blond presque blanc leur demanda s'ils avaient rendez-vous. « Oui, à 9h30, répondit la capitaine qui avait pris soin de réserver un horaire. « Madame Rosière et monsieur Le Breton. »« Absolument, pour un catamaran de 42 pieds. Voilà. » Ils n'eurent pas à patienter, Jalato vient les accueillir aussitôt. Il les salua et se présenta avec amabilité. Il portait un costume gris et des pompes pointues. Ce type avait une gueule de jeep prête à défoncer la dune. Les sourcils épais en pare-choc protégeaient un œil de murène et Rosière songea qu'il ne serait pas si facile à berner. Ils pénétrèrent dans le bureau, leurs semelles s'enfonçant dans la moquette épaisse d'un beige immaculé. Les étagères couraient le long des murs, exhibant une collection de maquettes de bateaux et quelques articles de presse sous verre. Dans le dos de Jalato, une large fenêtre coulissante donnait sur l'entrée du chenal. Sur la rive opposée, on pouvait apercevoir le quai déployant son enfilade d'immeubles bas multicolores. C'était un tableau charmant, et le retour sur la trogne de Jalato était un peu pénible, estima Rosière.
Elle démarra le numéro d'embobinage. Tandis que le Breton guettait les réactions du constructeur, celui-ci ne pipait mot. Il laissa Rosière déballer son texte, et lorsqu'elle eut fini, il les dévisagea en silence. Il chassa quelques pelures de gomme sur son bureau, puis croisa les mains. « Vous ne voulez pas de bateau ? Qu'est-ce qui... » « Ça fait rêver d'acheter un bateau. Vous n'en rêvez pas, ajouta-t-il avec un sourire désobligeant. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait un plan B. Fournisseur, mafia, assureur. Rosière réfléchit aussi promptement qu'elle le put, mais le Breton la prit de vitesse. Commandant le Breton et capitaine Rosière, nous enquêtons sur le meurtre de Yann Guénan. Jalato se ferma aussitôt. Un froid polaire envahit l'atmosphère. Le silence s'éternisa, vibrant d'une tension électrique. La police. La gestuelle du businessman perdit le vernis de ses courtoisies qu'il appliquait aux clients. Il carra ses épaules dans son fauteuil et cracha d'un ton de docker. « J'ai perdu assez de temps avec vous à l'époque, du balai. » Le Breton se cala à son tour sur son dossier. « Nous voudrions d'abord vous poser quelques questions. Je les ai déjà toutes entendues, elles ne m'ont pas plu. Guénan est venu ici avec le dossier sur le Key Line juste avant sa mort. Vous aviez quelque chose à cacher ? » « Rien, mais rien, » explosa Jalato. « C'est du fantasme de poulet, ça, de la parano collective. Vous commencez à me courir avec votre théorie du complot. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'il n'a pas été décortiqué, ce naufrage ? Vous avez vu le dossier de la commission d'enquête sur le navire ? Il y a 6 pavés de 30 cm, des experts, des ingénieurs, des assureurs, des juges et des inspecteurs. J'en ai eu plein mes chantiers pendant des mois. Des Américains, des Français, même des Cubains. 10 ans d'enquête administrative et on n'a rien retenu contre moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'y suis pour rien, dans ce putain de naufrage. Avec cette météo, il n'aurait jamais dû appareiller, c'est tout. Allez, laissez-moi maintenant. Les 2 policiers ne bougeaient pas, et le teint de Jalato s'empourpra. Il désigna la porte d'une main crevassée. « J'ai dit cassez-vous !» Le Breton se tourna vers Rosière. « T'en penses quoi ? On se casse ? Ça te fait envie ? » ?»« Non, pas tellement. On est bien ici. On a la vue sur le port. » Dehors, un zodiaque remontait le chenal. Les boudins de caoutchouc gris rebondissaient sur l'eau frisonnante. Le Breton s'adressa de nouveau à Jalato. « On a bien réfléchi, on reste. » Un instant, Rosière se demanda si le marin n'envisageait pas d'en venir aux mains. Son torse se gonflait, mais l'homme hésitait. La carrure de Le Breton faisait cet effet. Une des clés de sa réussite en tant que négociateur. L'expression mauvaise, Jalato choisit de toiser plutôt Rosière. Amusée, celle-ci enchaîna. Les experts n'étaient pas à bord du bateau. Guénancy. Ils vous faisaient chanter. Je ne dis plus rien. Vous voulez rester très bien. J'ai de la lecture. Jalato s'empara d'une pile de documents à sa portée. Il prit un stylo dans son porte-crayon et commença à raturer quelques lignes de la première page. Après un laps de temps, Rosière ouvrit la poche extérieure de son sac à main et sortit son téléphone portable. Ostensiblement, elle fit défiler le répertoire. Loïc Clech. Ça vous dit quelque chose ? Je sais que j'ai son numéro quelque part. Jalato connaissait très bien l'homme d'affaires breton. Comme Rosière avait pu le lire dans la presse spécialisée, le millionnaire venait de lui commander le plus grand catamaran de luxe jamais fabriqué par ses chantiers. Elle porta le mobile à son oreille. « Ça va le rassurer que, d'après les experts, vos bateaux ne coulent pas. Ça sonne, ajouta-t-elle en désignant l'écouteur de l'index. Le constructeur lâcha son stylo sur les documents et se frotta les yeux avant d'interrompre Rosière. « Ça va, ça va. » Il était fatigué de cette affaire. Un ton plus bas, il poursuivit. « Écoutez, sans vouloir offenser sa mémoire, Guénan, il n'éclairait pas à 100 mètres. Je ne sais pas ce que c'était, son dossier, mais à part une pétition, ça devait pas pisser loin. Et les pétitions, pour que ça vaut... Et puis, il n'en avait pas qu'après moi, il recherchait un passager aussi. » « Un passager, pratique, pensa Rosière. Prends-moi pour une dinde. » Le Breton et Rosière sortirent de l'entretien quelques minutes plus tard, un poil abattus. Le mobile de Jalato prenait quand même un coup dans l'aile avec cette histoire d'enquête au long cours.
Le constructeur n'allait effectivement pas abattre un homme qui le menaçait de procès, quand tous les États s'apprêtaient déjà à lui tomber sur le dos. Le soutien indéfectible de la veuve à son héros de mari avait brouillé la perception logique des événements. Pourtant, Jalato avait des choses à se reprocher. Rosière en était persuadée, et la concordance des temps entre la visite et le meurtre rendait son innocence très improbable. Restait ce mystérieux passager sur lequel le constructeur n'avait pu fournir aucun détail. Finalement, les policiers s'étaient installés à l'hôtel, leurs 2 chambres côte à côte reliées par un petit balcon. Ils avaient prévenu le commissariat et décidé de profiter de l'océan Atlantique pour la soirée. Ça a rentabilisé le déplacement. Ils avaient arpenté la plage, le sable dense résistait sous la pression de leur poids. Ils avaient marché à pas lents sur cette large piste, parlant peu pour savourer le rythme des vagues et du ressac. Le chien, lui, avait cavalé en zigzag sur des kilomètres, honorant chaque ruine de pâté de sable d'un pipi ravi. Il avait aboyé après les goélands qui s'éloignaient d'un coup d'aile paresseux. Il avait creusé des petits trous et était venu coller sa truffe pleine de sable sur leurs pantalons. Puis, il avait regagné l'hôtel et son restaurant de fruits de mer. L'océan avait pris sa position de sommeil, lisse et silencieux. Au milieu de la nuit, le Breton s'éveilla brusquement. Je ne sais pas ce que c'était, son dossier. La phrase de Jalato avait profité du calme pour remonter à la surface. Si Guénan et le constructeur n'avaient pas davantage évoqué le dossier, de quoi avait-il donc parlé ? Peut-être que le passager mystère interprété comme une échappatoire par les policiers existait bel et bien. Le commandant écarta le drap et traversa la chambre pour récupérer son sac de voyage, un vieux modèle en cuir aux sangles artistement élimées. Il en sortit le dossier que Maël leur avait confié et commença à en réviser les pages pour la 3e fois, cherchant la liste des pétitionnaires de Guénan. Les lignes d'écriture fines et serrées du marin étaient quasiment illisibles, mais, au milieu des dizaines de noms, il en discerna un qui capta son attention. C'était tellement impensable qu'il rapprocha la feuille pour s'assurer d'avoir lu correctement. Pas de doute. Le Breton reposa la liste, réfléchissant à ce que cette découverte impliquait. Saisissant. Rosière allait jubiler. Un instant, le Breton envisagea de toquer à sa porte, mais sur la table de nuit, le réveil digital indiquait 4 heures du matin. Ça attendrait le petit déjeuner. Il gagna le balcon et s'installa sur le fauteuil en plastique blanc collant d'humidité saline. Il alluma une cigarette dans l'air frais de la nuit et contempla la mer éclairée par la lune. Il essaierait de se rendormir un peu avant l'aube. Rosière savourait son thé et ses tartines en terrasse au Café des Sauniers, un petit bâtiment bleu sur lequel un poète avait peint une envolée de mouettes en trompe-l'œil. Le chien nettoyait sa gamelle à grands coups de langue, poussant contre le pied des chaises autour de la table. Rosière, prévoyante, conservait en permanence un sac de croquettes et une écuelle dans le coffre de sa voiture. Elle héla le Breton qui sortait de l'hôtel, et Pilou fila le chercher. D'une main, le commandant agita les oreilles du chien et rejoignit Rosière de sa démarche paisible. Il s'était frictionné les cheveux après la douche, mais sans les sécher. La masse épaisse était coiffée en arrière. Il saisit le dossier de la chaise d'une main tandis qu'il passait l'autre sur sa barbe naissante. « Tu t'es rasé avec une biscotte ?» remarqua Rosière. Le Breton commanda un café et un croissant avant de s'asseoir. « J'ai pris mon rasoir, mais j'ai oublié mes lames. Mea culpa. » Cela faisait des mois que le Breton n'avait plus rien oublié, disposant tout le temps nécessaire à l'organisation. La joie de partir, peut-être, l'avait troublé. « Théa, pardonna, » répondit le capitaine en soulevant son coude pour chasser une miette d'un geste impatient. Avec la confiture, ça poissait. « Bon, on rentre, je suppose, reprit-elle. Jalato se sera pas trop mal démerdé encore une fois. C'est dingue que personne n'ait jamais trouvé la moindre preuve contre lui. » « Parce que ce n'est peut-être pas si simple, » répondit le Breton en faisant glisser un document sur la table. De l'index, il désigna une ligne à l'intention de Rosière. Celle-ci prit sa tasse et se pencha sur la feuille. Elle fronça les sourcils, activant sa mémoire. « Ça me dit quelque chose, ce nom. »
Soudain, elle réalisa et fixa le Breton, d'un œil incrédule. Le commandant déchira son croissant en deux et opina, le sourire triomphant. Gabriel sauta sur son lit et fit couiner le ressort. Il revenait du service de l'état civil de la mairie où il avait dû batailler des heures pour obtenir les duplicata. Il était ce garçon qui ne trouve jamais la case appropriée dans les formulaires administratifs. Ça venait long d'épouser la fille qu'on aime dans ce pays. Le vieux chat se glissa dans la chambre et fit le tour en reniflant le pied des meubles. Puis bondit silencieusement sur l'oreiller de son maître, s'installa et s'endormit en ronronnant. Gabriel le caressa un instant avant de sortir une liste de la poche latérale de son bermuda. Elle était chiffonnée et il la lissa machinalement contre sa cuisse. Tous les noms étaient biffés, à l'exception d'un seul. Il déverrouilla son portable. Il avait parlé au rescapé, mais n'avait rien appris. Personne ne se souvenait ni de sa mère ni de son père. Il ne restait plus que Yann Guénan, le marin de service à bord. Le dernier coup de fil. Après, il arrêterait.